Fatoumata Ba s'accroupissait, le genou craquant légèrement, pour ramasser avec une lame de plastique les résidus de chewing-gum collés sous une table du réfectoire de l'École nationale d'administration de Strasbourg. Une odeur tenace de désinfectant et de nourriture fade flottait dans l'air. Ses doigts agiles, aux jointures légèrement gonflées par l'arthrose, grattaient la matière durcie avec une patience infinie, un geste qu'elle avait répété des milliers de fois depuis 10 mois qu'elle endurait ce travail ingrat dans cette institution prestigieuse. À 53 ans, cette femme sénégalaise aux tempes argentées et au port altier, qui dénotait une vie antérieure de commandement, accomplissait ses tâches d'entretien avec une dignité qui contrastait cruellement avec le mépris ambiant. Ses journées commençaient à 5 heures du matin, quand les longs couloirs de marbre baignés dans une lumière bleutée dormaient encore, peuplés seulement par l'écho de ses chaussures de sécurité et le grincement de son chariot. Elle parcourait les salles de cours désertes, monte de poussière de craie et de projets ambitieux, redressait les chaises, essuyait les tableaux vierges de toute pensée non conformiste, remettait de l'ordre dans le temple du savoir français. À 8 heures précises, quand les premiers élèves, la crème de la nation, les futurs préfets, ambassadeurs et ministres arrivaient d'un pas pressé et sur deux, elle devenait invisible. Un fantôme en bleu de travail qui s'effaçait dans les angles morts de leur prestige, une ombre utile que l'on ne regardait jamais dans les yeux. Ce matin-là, comme tant d'autres, avait pourtant commencé dans la routine silencieuse de l'aube. Jusqu'à ce que M. Lavigne, le directeur des études, visage empourpré par l'importance de sa fonction et les excès de la veille, ne la croise dans le hall principal. Il avait délibérément laissé tomber une liasse de documents de cours sur le sol ciré, juste devant elle. « Ramassez ça, ma bonne femme. Apprenez à être utile au moins. » Il avait prononcé ces mots sans même la regarder, le regard déjà accroché à un point important au-delà de son épaule, comme on s'adresse à un meuble, à une fonction plus qu'à un être humain. Fatoumata avait obéi en silence, pliant son grand corps avec une grâce qui persistait malgré l'humiliation, notant mentalement l'heure exacte, 9h17. Chaque offense, chaque micro-agression, chaque regard fuyant était consigné dans sa mémoire prodigieuse avec une précision d'archiviste. Elle qui avait siégé pendant 5 ans comme ministre de la Justice au Sénégal, qui avait présidé des commissions judiciaires internationales, connaissait mieux que quiconque l'importance des preuves, des témoignages et de la contextualisation. Son rapport serait implacable. Les étudiants, futurs aux fonctionnaires, miroirs déformants de leurs aînés, reproduisaient les comportements avec une application zélée. Benoît de Saint-Germain, fils de préfet à l'élégance héritée, avait un jour posé son verre de soda à moitié plein sur son chariot de nettoyage comme sur une table de service, sans un regard, sans un merci. « Tiens, débarrasse-moi ça, ma vieille. » Le tutoiement condescendant, ma vieille, qui sonnait comme une insulte, le regard qui glissait sur elle sans vraiment la voir, pour se poser sur son smartphone dernier cri. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'aucun n'aurait même pu imaginer en la voyant frotter les sanitaires ou vider les poubelles, c'est que Fatoumata détenait un doctorat en droit international de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qu'elle avait été procureure générale avant son entrée au gouvernement et qu'elle venait d'être nommée en secret par le président de la République française lui-même comme rectrice de l'Académie de Strasbourg, dont dépendait l'ENA. Sa mission, conçue dans le plus grand secret. Une immersion totale pour évaluer in situ les dérives élitistes, les discriminations systémiques et la toxicité sociale qui rongeaient la prestigieuse institution censée former les serviteurs de l'État républicain. L'incident le plus violent, celui qui scella définitivement le sort de plusieurs carrières, se produisit un jeudi après-midi étouffant. Madame Duchamp, la secrétaire générale à la mèche sévère et au tailleur trop ajusté, avait organisé une réception pour les partenaires internationaux de l'école. Des diplomates, des professeurs d'universités étrangères, des donateurs. Fatoumata fut chargée de servir les canapés au saumon et les flûtes de champagne, rôle qu'elle accepta avec un calme imperturbable, le plateau légèrement tremblant dans ses mains fatiguées. « Attention à ne rien renverser », lui lança Duchamp devant un petit groupe d'invités, la voix suraiguë de faux-semblants. « Les personnes de votre condition ne sont pas habituées à la porcelaine fine. » Les sourires gênés des diplomates étrangers, un Suédois et une Canadienne, contrastaient avec l'aise narquoise des Français présents. L'ambassadeur de Suède, un homme grand aux yeux clairs, tenta d'engager la conversation, voyant peut-être une lueur inhabituelle dans le regard de la serveuse. « Vous venez de quelle région, madame ? Votre accent est charmant. » Avant que Fatoumata ne puisse ouvrir la bouche, Duchamp l'interrompit d'un rire forcé. « Oh, je ne pense pas qu'elles parlent bien français, monsieur l'ambassadeur. Elles apprennent sur le tas, vous savez. Le vocabulaire du champagne n'est pas vraiment leur priorité. » Fatoumata continua son service, imperturbable en apparence, tandis que les propos racistes et méprisants fusaient autour d'elle comme des balles perdues. Un préfet en retraite, ventripotent et satisfait, déclara à voix haute à un collègue « À quand une vraie sélection à l'entrée ? On prend n'importe quel immigré maintenant pour faire du quota. Bientôt, l'ENA formera les enfants de nos femmes de ménage. La décadence pure. » Les rires complices,
gras et assurés, résonnèrent contre les boiseries nobles. Fatoumata nota chaque visage, chaque parole, chaque complicité silencieuse, chaque regard détourné. Son esprit enregistrait tout, comme une caméra implacable. Le pire survint quand Pierre-Alain Mercier, professeur de finances publiques au costume croisé et à la morgue de classe, lui tendit un billet de 50 €. « Tiens, pour toi. Achète-toi quelque chose de joli. Une belle robe. Mais pas de tissu africain, hein? Ça fait sauvage, tribal. On est en France ici. » Fatoumata refusa poliment le pourboire, la main ferme. « Non merci, monsieur. » Mercier insista, glissant le billet de force dans la poche de sa blouse, ses doigts effleurant son bras avec un dégoût palpable. « Prends, ça te fera un complément de salaire. Vous devez avoir du mal à joindre les deux bouts avec tous les enfants que vous avez probablement à nourrir au pays. » Un silence gêné s'installa. C'est alors que Clara Weiss, une jeune professeure d'économie fraîchement diplômée de Sciences Po, au visage encore poupin mais au regard déterminé, intervint, rouge d'indignation. « Monsieur Mercier, je trouve votre attitude profondément indigne de cette institution et des valeurs républicaines que nous sommes censés incarner. » Mercier se tourna vers elle, méprisant. « Taisez-vous, Clara. Vous êtes trop jeune et idéaliste pour comprendre comment fonctionne le monde réel. Ces gens-là, ils s'attendent à ce qu'on les traite ainsi. C'est dans leur culture. » Ce soir-là, Fatoumata regagna son appartement de fonction, un loft spacieux et lumineux avec vue sur la flèche de la cathédrale, dont les vitres teintées empêchaient tout regard indiscret. Elle enleva avec un soulagement palpable sa blouse d'uniforme, ce symbole d'invisibilité, et la jeta dans un coin comme une peau morte. Sous la douche brûlante, elle laissa l'eau couler sur son visage, lavant symboliquement la crasse de la journée. Ensuite, elle enfila un tailleur Chanel sobre et élégant qu'elle avait acheté lors de son dernier passage à Paris pour une réunion au Quai d'Orsay. Dans son salon épuré et meublé avec goût, les dossiers s'empilaient en ordre parfait sur le bureau en acajou massif. Rapport d'inspection détaillé, budget, projet de nomination, note de synthèse pour le ministre, projet de réforme ambitieux. Son téléphone crypté sonna, déchirant le silence studieux. « Madame la rectrice ?» Ici le cabinet du ministre. « Tout est prêt pour demain matin. La nomination paraît au journal officiel ce soir même. La nouvelle est déjà en ligne. »« Parfait. Les documents de prise de fonction sont signés et prêts ?» demanda-t-elle d'une voix changée, devenue ferme et autoritaire. « Oui, madame. La surprise sera totale. Le ministre insiste pour être présent en personne. Il tient à envoyer un signal fort. »« Très bien. À demain, alors. Et merci. » Le lendemain matin, une convocation exceptionnelle réunit dans l'amphithéâtre principal l'ensemble du personnel administratif, enseignants et les élèves de l'ENA. Une agitation curieuse parcourait l'assistance. On chuchotait sur une inspection ministérielle inattendue, certains craignant des coupes budgétaires, d'autres espérant des promotions, d'autres encore, les plus cyniques, commentant le coup médiatique. Monsieur Lavigne paradait devant l'assistance, ajustant sa cravate avec importance. « J'espère que cette inspection reconnaîtra notre excellence à la française. Notre rigueur. Notre tradition républicaine. Nous n'avons rien à cacher. » Son sourire était large, mais ses yeux étaient inquiets. Quand Fatoumata entra dans la salle, encore vêtue de sa tenue d'entretien bleu, son charrier à proximité, Lavigne la repéra immédiatement et s'exclama, rouge de colère. « Vous, sortez immédiatement. Ce n'est pas votre place. Cet amphithéâtre est nettoyé le soir. Allez plutôt nettoyer les toilettes des professeurs, c'est là votre rôle. » C'est alors que les grandes portes de l'amphithéâtre s'ouvrirent à la volée. Le ministre de l'Éducation nationale en personne fit son entrée, accompagné de 2 collaborateurs au regard grave et d'un huissier portant le traditionnel portefeuille. Le silence tomba d'un coup. Le ministre s'avança, ignora Lavigne médusée, et se dirigea droit vers Fatoumata. Il lui serra la main avec respect, devant l'assistance stupéfaite. « Chère Fatoumata, je vous présente mes respects. Mesdames, messieurs, dit-il en se tournant vers l'Assemblée, je vous présente Madame Fatoumata Ba, votre nouvelle rectrice de l'Académie de Strasbourg et directrice de l'ENA, nommée par décret présidentiel. Elle a passé les 10 derniers mois parmi vous pour mener une évaluation approfondie de notre maison. » Le silence devint assourdissant, pesant, chargé de l'effondrement intérieur de dizaines de personnes. Lavigne vacilla, son arrogance le quittant d'un coup, devant s'appuyer sur le lutrin pour ne pas s'effondrer. Mercier, plus loin, devint vert, cherchant une issue comme un rat piégé. Madame Duchamp, au premier rang, sortit son inhalateur en respirant bruyamment, la main tremblante. Fatoumata monta à la tribune avec une autorité naturelle, enlevant sa blouse d'uniforme pour révéler le tailleur élégant qu'elle portait dessous. Elle la plia soigneusement et la posa sur le chariot,
transformée pour l'occasion en mallette officielle dissimulée. Merci, monsieur le ministre. Mesdames, messieurs, commença-t-elle d'une voix claire qui portait sans effort, ces 10 mois d'immersion au sein de votre établissement furent édifiants. Une plongée sans concession dans le quotidien de ceux que l'on ne voit pas, mais sans qui cette institution ne pourrait fonctionner. Elle sortit un épais dossier relié de son chariot. Monsieur Lavigne, non seulement vos méthodes pédagogiques datent du siècle dernier, mais vos comportements relèvent du harcèlement moral caractérisé. Vous êtes suspendu à compter de maintenant. Une formation obligatoire en modernisation administrative et management inclusif vous sera proposée. Son succès déterminera votre avenir ici. Elle se tourna vers Mercier, glacial. Monsieur Mercier, vos propos racistes et votre comportement condescendant, dont j'ai été la cible directe et dont j'ai la preuve testimoniale et audio, vous vaudront une suspension immédiate et une plainte officielle pour discrimination raciale. Le billet de 50 € que vous m'avez offert avec tant de condescendance sera versé au Resto du Cœur en votre nom. J'espère qu'ils sauront en faire bon usage. Son regard se posa sur Madame Duchamp, figée. Madame Duchamp, votre gestion des ressources humaines est catastrophique, votre favoritisme notoire, et vos remarques déplacées en réception ont nui à l'image de la France et de cette école. Licenciement pour faute grave. Effective immediatement. Puis son visage se radoucit en se tournant vers Clara Weiss, la jeune professeure qui l'avait défendue, maintenant en larmes silencieuses au fond de la salle. Madame Weiss, votre intégrité et votre courage moral sont précieux pour cette maison. Vous prendrez la direction des études internationales à compter de ce jour. J'attends de vous des propositions audacieuses. Enfin, elle annonça les réformes qui transformeraient l'établissement de fond en comble. Ouverture de 40% de places aux boursiers. Programme obligatoire sur les discriminations et le respect de la diversité. Augmentation de 30% des salaires du personnel technique et création d'un comité d'écoute. Et création d'un master en droit international avec l'Université de Dakar pour commencer à nous ouvrir sur le monde. Les mois qui suivirent furent ceux d'une métamorphose radicale. En moins d'un an, l'ENA, rebaptisé Institut national du service public, devint un modèle d'inclusion et d'excellence cité dans le monde entier pour son innovation pédagogique et son ouverture sociale. Fatoumata veillait personnellement à ce que chaque employé, du plus haut gradé au plus modeste agent de surface, soit traité avec le même respect fondamental. Un matin, elle croisa dans les couloirs un jeune agent d'entretien malien, timidement accoudé à son balai, qu'un élève pressé rudoyait. « Dépêche-toi de nettoyer ça, et… Ici, c'est pas ton village. Fais ton travail. » Elle intervint calmement, mais avec une fermeté qui glaça l'élève sur place. « Ici, chaque personne mérite le respect, quelle que soit sa fonction. Je vous suggère de présenter vos excuses immédiatement. La prochaine fois, ce sera une sanction disciplinaire. » L'élève, reconnaissant la directrice, rougit jusqu'aux oreilles et balbutia des excuses au jeune homme interloqué. Fatoumata se tourna vers ce dernier et sourit. « Passez me voir cet après-midi à mon bureau. Nous avons mis en place un programme de formation et de tutorat pour les employés qui souhaitent poursuivre leurs études. Votre avenir n'est pas seulement dans le nettoyage de nos déchets, mais peut-être, qui sait, dans ces salles de cours. L'ascenseur social doit être pour tous. » La révélation fut un séisme, mais les conséquences furent rapides et brutales. En l'espace de quelques minutes, sous le regard médusé de l'Assemblée et la poigne ferme de la nouvelle rectrice, les humiliateurs furent humiliés, les puissants furent déchus. Le destin de l'école bascula. Et Fatoumata, désormais aux commandes, n'eut plus qu'à appliquer les réformes qu'elle avait patiemment mûries dans l'ombre et le mépris. La femme de ménage qui l'humiliait dirigeait désormais leur destin.